Cet épisode est sponsorisé par Simalp, fabricant et équipementier outdoor français depuis 1964. Ça fait maintenant quelques années que je travaille avec les équipes de Simalp, initialement comme testeur et depuis 2023 dans le cadre de partenariats entre les frappés et la marque. Alors bien entendu, si je continue de porter leurs produits depuis tout ce temps, c'est que la qualité est au rendez-vous, mais ce qui fait réellement que je suis un promoteur de la marque, eh bien ce sont les gens que j'y ai rencontrés. Toutes celles et ceux avec qui j'ai pu échanger sont d'authentiques passionnés de montagne qui dégagent une super énergie et forcément, ça se retrouve à tous les niveaux de l'expérience client. J'ai eu par exemple plusieurs témoignages d'auditeurs du podcast et de copains qui ont eu affaire à leur service client pour des réparations de produits abîmés. Et bien à chaque fois, l'expérience était irréprochable. Bref, Simalp à mes yeux, c'est ça, une marque française de passionnés de montagne à taille humaine qui prend soin de ses clients et qui conçoit ses produits en respectant autant que possible la nature. Côté produit, justement, je vous en touche deux mots, je suis super fan de leur gamme Trail, en particulier du short Aoste qui intègre une ceinture multipoche. C'est clairement le meilleur short de trail que j'ai jamais eu. Et pour l'hiver, quand il fait froid et humide, je sais désormais que je peux compter sur mon modèle de doudoune Meige que j'ai emmené partout avec moi, y compris sur mon expédition en Norvège ou lors de ma traversée hivernale du Jura en raquette. Rendez-vous sur simalp.fr, CIMALP.fr, pour découvrir leurs produits qui sont en plus proposés à des tarifs très intéressants. Hello hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Cette semaine, j'échange avec Lionel Marsan, le PDG de Simalp, un équipementier français bien connu des amoureux d'outdoor. Dans cet épisode, on parle d'aventure entrepreneuriale, des challenges que cela représente, mais aussi de la manière dont Lionel et ses équipes ont réussi à mettre en place une stratégie gagnante pour leur marque. Excellente écoute à vous. Hello Lionel, bienvenue sur le podcast. Absolument ravi de te recevoir au micro des Frappés. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Un épisode un peu différent, en tout cas de la série d'épisodes récents que j'ai eu où on a énormément parlé d'aventure et d'exploration. Là, on va parler très certainement de sport, d'outdoor, en tout cas, ça c'est certain, mais aussi d'aventure entrepreneuriale, celle-ci, puisque c'est clairement ce qui marque ton parcours en tant que PDG de Simalp aujourd'hui, mais t'en es pas à ton coup d'essai, loin de là. Donc, ce que je te propose, Lionel, c'est tout simplement de commencer par nous expliquer un peu dans les grandes lignes quel a été ton parcours, tes études et puis tes débuts dans la vie active jusqu'à ce que tu arrives à Simalp. Ça fait beaucoup, mais dans les grandes lignes, ça a donné quoi ? Super. Si on commence par les études, donc moi j'ai une formation d'ingénieur, plutôt généraliste avec une spécialisation dans les télécoms. Donc on est assez loin que ça soit de la montagne ou du textile, mais c'est bien, c'est que la vie nous laisse souvent des surprises. Donc suite à ces études, j'ai eu l'occasion de travailler pour une entreprise sur Paris, une entreprise allemande dans mon secteur d'activité. Et j'ai également cofondé une entreprise avec deux amis d'école, avec l'idée de faire du contrôle qualité pour des entreprises françaises en Asie. Ok. Donc, dans le secteur des télécoms ou même pas forcément ? Alors pas du tout, du contrôle qualité. Donc en fait le principe c'est d'aller dans les usines et de vérifier, donc donc les clients sont les donneurs d'ordre et on va dans les usines vérifier que le produit correspond à ce qu'ils ont commandé et détaillé sur leur cahier des charges. Donc de vérifier en quelque sorte la conformité. Et puis après il y a d'autres pour des produits plus techniques, ça peut être faire des tests en laboratoire, ce genre de procédure en fonction des besoins des clients. Okay. En fait, mon idée, c'était
pour le coup, c'est moi qui avait ressenti ce besoin, c'est qu'il existe des grands groupes qui font ce métier, comme Bureau Veritas ou SGS, qui sont des entreprises de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et du coup, c'est assez difficile pour une petite entreprise d'avoir accès à ce type de service. Et donc là, on est dans les années 2003-2005. De plus en plus d'entreprises ont des difficultés à produire en France et en Europe, et se tournent vers la Chine, mais lorsqu'ils vont en Chine, ils ont souvent des problèmes de conformité, de qualité. Et donc l'idée, c'était d'aider justement les PME, les plus petites entreprises à avoir un service un peu sur mesure. Ok. C'est comme ça que j'ai commencé ma vie entrepreneuriale. Excellent. Donc là, vous étiez, tu disais 3, hein, c'est ça? 3 amis d'école? Ouais, c'est ça. On a commencé à 3, et on a commencé donc à faire ce travail-là. Ça n'a pas été facile tous les jours. À chaque fois, il faut trouver ce qu'on appelle le product market fit, le bon produit, la bonne façon de vendre ta prestation. Nous, on a galéré pendant à peu près 3 ans jusqu'à trouver le bon type de client, le bon type de prestation. Et une fois que tout ça a été enclenché, là, ça s'est beaucoup mieux passé. Et on est rapidement passé à quelques dizaines, puis Ah oui. moi, quand j'ai arrêté l'aventure, on était un peu plus d'une centaine. Ah oui, quand même. Ouais, donc gros succès entrepreneurial. Alors, c'est un métier où il faut beaucoup de personnel. Donc ça, tu peux pas le comparer, par exemple, avec l'aventure Simalp aujourd'hui. Mais oui, c'était, on avait il y a une implantation qui avait été faite en Inde, dans plusieurs autres pays. Donc ouais, c'était une très belle aventure. Ouais. Ok. Et donc, in fine, le business model, une fois que vous aviez trouvé ce PMF, c'était quoi? C'était plutôt, en fait, au final, on s'est retrouvé avec plutôt des grands groupes Ok. comme clients. Parce qu'en fait, les plus petites entreprises n'avaient pas de service qualité. Et du coup, ils nous faisaient travailler une première fois avec leurs fournisseurs, une fois, 2 fois, puis après, ils avaient l'impression de payer pour rien. Ce qui est, d'une certaine façon, est vrai, parce que en fait, quand t'as quelqu'un qui vient contrôler ta marchandise et qu'elle est bonne, bah t'as payé pour rien. Sauf qu'il faut le voir dans un ensemble, mais c'est plutôt le cas quand tu as une entreprise un peu plus grande et que du coup tu as un vrai service qualité autour, et du coup tu acceptes d'allouer une certaine partie de ton coût du produit qui va à la conformité, ouais, et de faire des tests pour rien, juste pour t'assurer que tout va bien. Ok. Voilà. C'est comme quand tu payes l'assurance, quoi. Si tu payes l'assurance de ta voiture et que t'as aucun accident, bah finalement t'as payé pour rien. Ouais. Et donc vos arguments, c'était quoi? Vous vendiez finalement le manque à gagner que les problèmes qualité pouvaient engendrer, ou c'était quoi en gros la manière que vous aviez d'aborder? Alors l'argumentaire, tu veux dire commercial. Quand ça a bien marché, Ouais. ou au départ? Ouais. Quand ça a bien marché, ouais. Bah, en fait, quand tu t'adresses à des groupes qui sont beaucoup plus structurés, qui ont pour le coup des vraies équipes de qualité, la question pour eux se pose même pas. En fait, ils ont besoin de faire un contrôle qualité de leurs produits avant qu'ils soient embarqués dans le bateau et acheminés vers leurs clients. Donc en fait, c'est juste de te positionner face à d'autres entreprises, et notamment on avait souvent SGS en face de nous, et là pour le coup on vendait plutôt une entreprise à taille humaine, avec un relationnel beaucoup plus facile, des procédures plus modernes, voilà. Ok, la réactivité, j'imagine. Ok, super intéressant. Ok. Toi, à ce moment-là, du coup, t'as quel âge quand l'aventure entrepreneuriale commence? Alors j'ai fini mes études, et ça démarre à peu près 2 ans après. Donc j'ai 24-25 ans. Waouh. Ok. Ouais, c'est bien parce que en fait t'es jeune, t'es fou, t'as pas de tu te rends compte tu te rends pas compte de tous les problèmes qu'il va falloir que tu gères, donc ça c'est quand même
une bonne chose parce que si t'en es trop conscient, je pense que tu fais pas grand-chose. C'est vrai dans tout, hein, enfin dans les projets, dans les aventuriers que tu reçois aussi. Je pense que Ouais. si l'ensemble savait tout ce qui les attendait au milieu de leur périple, il y en a pas beaucoup qui partiraient. Donc il faut quand même être un minimum inconscient. Et puis surtout à cette époque-là, enfin j'avais pas moi de famille, donc enfin de famille, j'avais pas fondé de famille, Mhm. donc c'est quand même plus facile quand t'as que ta bouche à nourrir. Ouais, clairement. Enfin, plus facile, oui. Ça fait des paramètres, un paramètre bien complexe à gérer en moins. J'imagine le fait qu'il y ait pas de famille. Bah, c'est-à-dire que enfin moi, en tout cas, c'était ma vision, c'est que tu peux prendre des risques pour toi, Mhm. mais enfin voilà, une fois que je me suis retrouvé, moi, alors j'avais 34 ans, je crois, quand j'étais papa. Quand t'as des enfants, tu peux plus prendre les mêmes risques en fait. Mhm. T'as une responsabilité Ouais, qui s'ajoute sur tes épaules et qui est quand même assez forte. clairement. Donc voilà, donc ça a pris fin en fait pour moi dans les années en 2010, 2010-2011. On a à cette époque-là, donc il y avait un peu plus d'une centaine de collaborateurs et on a été approché par plusieurs entreprises assez importantes qui voulaient racheter. Moi et on avait voilà des intérêts qui n'étaient pas forcément alignés à cette époque-là. On s'est toujours très bien entendu avec mes deux associés, donc j'ai pas eu du tout de problème de ce côté-là, mais on avait des intérêts qui n'étaient pas forcément les mêmes. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que la meilleure solution, c'est que moi je sors, donc ils me rachètent les parts et que eux puissent après faire comme ils veulent. Et moi, j'avais ce projet. En fait, j'avais en même temps mon papa qui avait le souhait de partir à la retraite, de prendre sa retraite, et une entreprise qui s'appelle Manufacture Dromoise de Confection, qui est l'entreprise aujourd'hui qui porte Simalp, qui était un peu en difficulté parce que modèle économique un peu vieillissant et difficulté des marques à trouver leur bon leur cible. Et donc moi mon père a créé cette entreprise. Moi j'avais 4-5 ans. Donc j'ai grandi avec les discussions sur l'entreprise, avec beaucoup de temps passé à aider les personnes qui travaillaient. Voilà, il me faisait euh, travailler quand j'étais plus petit, donner un coup de main contre rémunération. Il y a prescription, donc on peut le dire. Mais enfin voilà, moi j'étais content parce que voilà, c'était l'occasion de comprendre aussi. J'étais en stage, je pense à partir de 8-9 ans, je commençais à donner la main et à me faire quelques sous, donc c'était cool. Et étant fils unique, bah, je partageais beaucoup de discussions avec mes parents sur l'entreprise. Donc je t'avoue que quand il m'a fait part de ce souhait d'arrêter l'aventure, ben, j'ai considéré une chose que j'avais pas forcément considérée dans mon existence, qui était de partir, de reprendre l'entreprise de mon papa. Voilà. J'y avais pas pensé parce que tout simplement pendant toute la période où j'ai grandi dans ma famille, le sujet c'était plutôt que le textile était quand même un métier difficile avec une valeur ajoutée relative et que il fallait que je fasse des belles études pour pouvoir faire un métier plus noble entre guillemets. Ok. Donc il n'y avait pas une volonté folle de mes parents de me voir reprendre l'entreprise. Euh, qui a en fait, je l'ai compris par la suite, changé quand ils m'ont vu commencer dans la vie active et quelque part réussir à mon tour euh, en tant qu'entrepreneur et que ça pouvait être. Je pense que quand t'es parent, voilà, tu veux quand même le mieux pour tes enfants et ils se disaient que c'était vraiment pas le mieux de me transmettre l'entreprise et après ces quelques années où ils m'ont vu m'épanouir en tant qu'entrepreneur, ils se sont dit que peut-être ça pourrait m'intéresser. Excellent.
Excellent. Voilà. Donc, année 2010, tu sors de cette première société que tu avais cofondée avec 2 associés. Retour en France, Ouais, j'ai à peine 30 tu as à ans. peine 30 ans. Ah ouais, oh punaise. Ouais, on est même, ouais, j'ai dit 2010, mais ça doit être plutôt 2009. Je vais juste avoir 30 ans et donc je décide de quitter. Moi, j'étais à Paris, j'étais installé à Paris. Je décide de quitter la vie parisienne que j'avoue j'aimais quand même beaucoup. C'était vraiment chouette d'être jeune actif à Paris pour m'installer à Valence. Voilà, Ok. j'avais quitté Valence parce que j'aimais bien la ville, j'aime bien la vie en ville, voilà. Et du coup ça a été quelque peu difficile. J'imagine. Le retour. Ok. Pareil, ça a été plus, voilà, je me disais, bah, Valence, il y avait le TGV, t'es à 2 heures, un peu plus de 2 heures de Paris. Ça se fait, voilà, sur un week-end, tu peux assez facilement revoir tes copains. Sauf que, en fait, quand tu prends une aventure comme ça, ben, Bah, t'as pas de week-end. bah ouais, c'est ça. Tu travailles 7 jours sur 7 et ouais, t'as pas beaucoup d'opportunités de temps libre. Ouais. Donc voilà, donc ça a été un moment. Je préfère être honnête avec tous les jeunes qui t'écoutent et qui peuvent se dire waouh, ça a l'air trop bien. Mes 5 premières années ont été quand même vraiment très compliquées, avec beaucoup de travail et peu de résultats. Hmm. Ça, c'est important. Donc Bah, merci de le préciser et on va rentrer dans le détail, mais je pense que c'est un peu comme dans tout, tu vois, dans le sport, quand tu vois des images de l'arrivée de l'UTMB, tu te dis, ah, c'est incroyable, fascinant, moi aussi j'aimerais le faire, mais tu vois, ou les JO récemment, puisque au moment où on enregistre, les JO viennent de se terminer, mais on voit pas tous les sacrifices et clairement, on peut le dire, je pense, la souffrance, la douleur qu'il y a eu pour arriver, ceux qui arrivent à ces étapes-là. Donc, et l'entrepreneuriat, ça en fait partie. Tu vois. Moi, je sors là de deux aventures entrepreneuriales d'affilée et ouais, je suis absolument rincé et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure. Si j'avais su avant de me lancer qu'il y aurait eu tout ça, j'aurais peut-être réfléchi à 2 fois. Mais bon, l'aventure était belle quand même. oui, c'est ça. Voilà, ce qui compte, c'est de pas regretter, Ouais, de passer enfin voilà, d'arriver à passer les moments difficiles, mais c'est vrai qu'il faut quand même être prêt à ce que ça soit pas forcément qu'une partie de plaisir, clairement. et que ça puisse avoir voilà des impacts sur ta vie de tous les jours. Donc voilà, c'est pas un choix qu'il faut faire à la légère. Ouais. Bref, pour en revenir donc au moment de ma reprise de l'entreprise, donc Alors attends, à ce peut-être moment-là, juste avant, pardon Lionel, juste avant. Donc, manufacture dromoise de confection, ça c'est la société qu'avait fondé ton papa, c'est ça, et dont la marque la plus tout à connue fait. est Simalp. Alors oui, c'est ça. La marque la plus connue donc est Simal, qui est une marque qui a été créée en 1964, Mais pas par ton donc papa, hein, c'est ça? qui fête un bel anniversaire cette année. Excellent. Donc j'en profite 60 pour ans. dire qu'il y aura une super collection qui va sortir le 15 octobre. Je ne sais pas si le podcast sera déjà Il sorti, sera sorti. mais super. Et ben voilà, vous pourrez aller sur le site jeter un œil. Et donc c'est une marque que mon papa n'a pas fondée, mais qu'il a repris lui en 1991 Ok. et qui avait été fondée donc en 1964 par un alpiniste passionné et qui avait la volonté de créer une marque avec un ADN fort alpiniste, dans l'alpinisme, et qu'on s'efforce aujourd'hui de garder, de maintenir. Ok. Sachant qu'il y a d'autres marques par ailleurs qui sont. Alors non, aujourd'hui dans l'entreprise, il n'y a que Simalp. D'accord. Voilà, on est tous réunis autour du projet Simalp. Mais oui, quand moi j'ai repris l'entreprise, il y avait 5 marques. Ah oui, ok. Et Simalp était on va dire la deuxième marque la plus importante.
Et donc les autres marques étaient plus proches du secteur du sportswear. On n'était pas dans le vêtement technique proprement dit. Mais moi, dès le début, en fait, venant plutôt d'un milieu technique, ce qui m'a intéressé, c'est justement Simalp avec le côté montagne. Voilà, je suis un amoureux des montagnes, même si je suis pas un grand alpiniste ou un aventurier de l'extrême, et puis surtout le côté technique, et ce qui me plaît toujours et ce qui me fait toujours vibrer, c'est que ça reste des équipements qui vont être utilisés par des personnes qui vont être dans le dépassement d'eux-mêmes. Mhm. Donc tu as quelque part le devoir de leur fournir un équipement qui doit être à la hauteur de leur comment dire, de leur rêve. Donc je trouve ça particulièrement, voilà, c'est une grande chance de travailler dans cet univers-là. Clairement. Je pourrais te raconter une petite anecdote sur l'importance du matériel quand tu pars sur des trucs engagés, où je me suis retrouvé à 4800 mètres, à 3 jours de marche du premier village, avec une veste qu'on m'avait vendue comme étant étanche à, je sais plus, 20 000 Schraber, un truc comme ça, et qui en fait prenait l'eau au bout d'une heure. Donc depuis, je ne porte plus de cette marque. Et voilà. Donc effectivement, je vois tout à fait ce que tu dis sur l'importance, finalement, la sorte de promesse implicite qu'on fait à des gens qui achètent du matos quand on le présente comme du matos technique. Donc ça me parle Écoute, carrément. j'espère qu'à la fin du podcast, tu auras envie d'avoir une veste Ah Simalp bah, sur le dos la figure-toi. prochaine. Ah bah carrément, et figure-toi que j'en ai plusieurs là. Je me tourne, je regarde le placard qui est à moitié ouvert. J'en ai pas mal. J'ai la Meige notamment. Allez, allons-y, on va faire un peu de placement de produit. La Meige que j'ai emmenée, tu vois, sur une expé en Norvège l'année dernière. Absolument fabuleuse. Mais je dois avouer que mon gros coup de cœur, c'est le short Aost, le short de trail. Ok. Ça faisait un Ah, super. moment que je galérais à trouver des shorts de Ah, trail. tu me fais plaisir parce que ouais, j'ai bien participé au C'est développement, vrai? donc Ah bah écoute, ouais, franchement bravo, hein. ça fait partie des produits Bah écoute, bravo, il est que je vais tellement encore mettre pratique. à mon actif. Bah génial, hyper pratique avec tous les rangements qu'il y a partout. Mon seul regret, c'est de pas l'avoir découvert avant, parce que j'aurais bien aimé l'avoir sur la PTL, où j'ai flingué 2 shorts qui étaient trop fins et pas assez solides. Et celui-là, la Host, ça fait 1 an et demi que j'utilise à fond, et il ne bouge pas. Donc Ouais, félicitations. c'est enfin, on pourra peut-être, on abordera le sujet des différences de ce qu'on veut faire avec Simalp, mais c'est vrai que ça fait partie des points sur lesquels on ne dérogera pas, c'est de faire quand même des vêtements Mmh. solides qui résistent, parce que on se dit toujours que c'est facile de faire des vêtements plus légers. Par contre, la légèreté, elle a toujours une Ouais, contrepartie sur la solidité. Voilà, clairement. ça c'est, il faut quand même l'avoir en tête. On ne sait pas faire aujourd'hui des vêtements plus légers et plus résistants. Mmh. Voilà, on peut faire des choses performantes, hein, des vêtements qui restent résistants tout en étant légers, mais forcément, plus le vêtement est léger, plus il va être fragile, Ouais, quoi. clairement. Écoute, on va rentrer dans les détails sur le positionnement de Simalp dans l'univers des marques outdoor. Donc on en revient, tu prends cette décision de reprendre la manufacture drômoise de confection, dont la marque iconique est aujourd'hui Simalp, mais à l'époque, c'était seulement l'une des 5 marques de l'entreprise. Toi, quand tu arrives à ce moment-là, qu'est-ce que tu as comme conviction par rapport à ton succès entrepreneurial précédent? Et quelles sont les premières grosses surprises que tu découvres dans l'entreprise, ou même dans l'univers du vêtement technique outdoor quand tu arrives? Alors, quand j'arrive, j'ai donc je suis encore assez jeune, hein, j'ai à peine 30 ans, donc t'imagines à cet âge-là, avec une réussite quand même sympa à l'étranger, j'arrive avec plein de convictions. Deuxième grosse erreur. Je me dis, voilà, il y a une super marque, Internet, c'est en train d'arriver, les ventes sur Internet, ça va révolutionner euh, totalement le monde, la façon de consommer, euh, et, euh, et en fait, euh, cette marque Simalp, qui est quand même une marque avec une belle notoriété, il y a quand même beaucoup de gens d'amoureux de la montagne
qui ne jure que ça a vraiment été connu pour les pantalons. Tout ce qui est bas, Simalp, c'était vraiment la force dès le début. Le premier article qui a été fait par Simalp, c'était ce qu'on appelle un knicker. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, c'était des pantalons en velours côtelé que portaient les premiers alpinistes pour faire leurs ascensions et qui s'arrêtaient en dessous du genou, et ils portaient ça avec des grosses chaussettes en laine. Et donc Simalp avait une belle notoriété. Moi je me dis voilà, une belle notoriété, les ventes sur internet commencent à se développer sur la chaussure notamment, tu vois, avec les marques, les sites internet qui vendent des chaussures. Donc pour moi les planètes sont hyper alignées, il y a un vrai créneau à prendre, et surtout le modèle internet te permet de vendre moins cher, d'économiser en fait la marge du distributeur final, du revendeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coût le plus important finalement quand on achète son produit, c'est celui de la boutique, puisque une marge classique de distributeur, c'est à peu près 50% du produit. Ah oui. Donc ouais, donc ça veut dire que quand tu achètes une veste 200 € dans un magasin, il y a 100 €. Bon, il y a quand même l'État qui va se prendre sa TVA, donc faut quand même pas l'oublier, parce qu'il y a 20% qui va à l'État, mais ensuite tu partages en gros la poire en deux, t'as 50% qui va au magasin et 50% qui va à la marque. D'accord. Parce que le magasin, ça coûte cher, il y a des loyers, il y a du stock résiduel en fin de saison, il y a tout un tas de choses qui font, on le voit bien, les magasins, ils ont plutôt tendance je veux dire, il y a pas en ce moment, c'est quand même pas la folie dans les magasins, donc ils ont besoin de cette marge pour pouvoir vivre. Le modèle internet qui est en train d'arriver coche énormément de cases. Simalp, je me dis moi, on n'est pas obligé de faire des collections, parce que le modèle, moi quand j'arrive, en fait, c'est mon père a des commerciaux qu'il paye à la commission, qui vont vendre dans les magasins, et donc les magasins revendent les produits. Ce qui veut dire que tous les 6 mois, les commerciaux sont obligés de repasser dans les magasins pour leur présenter une fois la collection d'été, une fois la collection d'hiver, et donc tu es obligé de mettre des nouveautés, parce que le magasin, il aime bien avoir des nouveautés dans son magasin. Sauf qu'une veste pour faire une aventure, il y a pas forcément de révolution dans les 6 mois qui sont arrivés. Ni dans l'année. Donc en fait, il y a quelque part un besoin qui est exprimé par les commerçants d'avoir toujours de la nouveauté, mais qui crée un problème de fin de stock, et qui fait que à la fin de ta saison, t'es obligé de liquider tes produits pour faire rentrer les nouveaux, alors que potentiellement une veste, si le coloris ne suit pas la mode, qu'elle soit rouge ou noire, tu peux potentiellement la vendre plusieurs années avant de la changer. Donc pour moi, tout ça, c'est assez clair dans ma tête que le marché va évoluer dans cette direction-là, et que voilà, Simalp va être la première marque à avoir un réseau de ventes différents, et que ça va être magique, quoi, que tout le monde va s'arracher mes produits. Donc là, l'idée, c'était 100% Internet. Ouais, c'était 100% Internet. Okay. Donc le premier point, c'est que il y a quand même quelques personnes qui travaillent sur d'autres marques dans l'entreprise, donc qui sont plus proches de la mode, et donc ça va être très difficile pour moi, parce que je suis un analytique, et donc la mode, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Du coup, c'est très difficile pour moi de gérer des personnes qui ont besoin d'avoir un chef d'entreprise qui affiche clairement la direction pour toutes les marques. Parce que moi, je me dis, voilà, Simalp, je sais bien, les autres marques, on va continuer, et puis on va voir si on peut faire au moins aussi bien, quoi. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et que
et que Simalp sur Internet, on commence par faire 1 ou 2 ventes par jour. Ok. Et que ça suffit pas à payer tes salaires à la fin du mois. Et puis que les autres marques, donc il y en a une notamment la plus importante qui s'appelait Epicéa, tu vois, on n'était pas quand même très très loin de la montagne, c'était une marque aussi de Haute-Savoie à l'origine, et donc là c'est beaucoup plus difficile pour moi, j'ai du mal en fait à diriger les équipes de création. Et c'est très compliqué pendant 3-4 ans à peu près. 3-4 ans pendant Euh, lesquels tu maintiens du coup les 5 Pendant marques. lesquels je maintiens un petit peu toutes les activités pour arriver à juste boucler et moi ne pas avoir de salaire ou à peine. Donc on arrive assez vite dans des moments qui sont un peu difficiles où tu te demandes parce que je travaillais le plus possible, donc donc j'ai pas de possibilité de travailler plus. Internet petit à petit, donc les ventes de Simalp sur Internet évoluent, hein, il y a une croissance assez forte, on augmente entre 50 et 100% par an le chiffre, Ok. mais malgré tout ça suffit difficilement à diriger l'entreprise hors de l'eau. Donc c'est un moment un peu difficile parce que j'ai moi investi une partie de l'argent que j'avais pu gagner sur ma vente de mes actions précédentes, sachant que voilà, on était dans une époque un peu différente et on n'était pas sur des valorisations comme on peut l'être aujourd'hui, où tu montes une start-up et en 2 ans et demi elle vaut 1 milliard, quoi. C'était un monde totalement différent, mais vraiment avec plusieurs zéros de différence. Et, et donc voilà, donc en fait, que dire hormis que je fais le dos rond, je continue. J'ai la chance d'être soutenu par ma femme que je rencontre à l'époque, par ma famille, mes parents, et tous me disent que je suis dans la bonne voie, qu'il faut que je continue et que ça va marcher. Donc je t'avoue que j'ai des moments quand même plus ou moins faciles. Et puis voilà, petit à petit, Simalp d'année en année continue de grandir jusqu'en 2014, où là je décide d'arrêter toutes les autres marques parce que Simalp arrive au point où tu peux dire voilà, tous les salaires peuvent être payés avec Simalp, et du coup je lâche le reste. Ok. Et là, honnêtement, voilà, tout va se simplifier parce que du coup, t'as une stratégie qui est beaucoup plus claire. Moi, j'ai gagné aussi en expérience. J'ai perdu en assurance d'avoir la science infuse. Par contre, j'ai gagné en modestie, certainement. Et du coup, là, les planètes commencent à s'aligner, et puis là, ça va bien fonctionner. On va continuer de faire des belles croissances pour en arriver, voilà, aujourd'hui à une entreprise qui est celle que j'aurais pu rêver. Oh waouh. Ah ouais. Ouais, franchement, vraiment, j'ai, c'est vraiment, je suis content, satisfait. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de continuer l'aventure et d'aller et de porter Simalp plus haut, mais là vraiment, je suis content et fier de ce que j'ai pu faire. Je trouve que l'ambiance, vraiment, moi, ce qui me satisfait le plus, c'est voilà, c'est d'avoir vu les personnes que j'ai pu recruter chez Simalp se grandir à mes côtés, et aujourd'hui voilà, porter au moins autant que moi l'entreprise, et être je pense heureux dans leur travail, dans la mission qui leur est confiée. Et ça, je trouve que c'est vraiment une chance. Mm. Après, on peut faire tous les chiffres de la Terre. Pour moi, là, vraiment, la réalisation, c'est d'avoir une entreprise où les gens se sentent bien, où ils aient envie d'aller au travail. Alors, je dis pas que c'est un centre
de loisirs, hein, chez Simal, c'est pas forcément tout à fait ça, mais je pense que c'est une entreprise dans laquelle il fait bon travailler, quoi. Bah, écoute, ça faisait partie de mes questions que j'avais prévu de te poser un peu plus tard, mais puisque tu l'évoques, c'était un point, cette fameuse. Depuis que j'ai commencé à travailler un peu plus sérieusement du coup avec Simalp, que ce soit via le podcast ou même avec Marie, maintenant Victoria au marketing, Florian, j'ai régulièrement entendu parler de cette notion de Simalp Family, tu vois, de la famille Simalp. Et systématiquement, en tout cas, tous les gens avec lesquels j'ai pu échanger chez Simalp dégagent une énergie positive et tu vois, une sympathie, un engouement incroyable. Donc clairement, même sans être dans l'entreprise et en ayant des contacts assez, euh, enfin peu fréquents avec la boîte, on sent qu'il y a quelque chose d'un point de vue humain qui est voilà, qui est assez fort dans l'entreprise. Du coup, ça m'amène à une question, parce que là, on est passé quand même assez rapidement sur les 5 ans de galère et de haut et de bas, mais de ce que je comprends, avec pas mal de bas bien difficiles. En fait, j'ai 2 questions dans la question. Une question sur le produit, puisque 2014, quand tu décides de lâcher les 4 autres marques pour te concentrer sur Simalp, moi, je serais curieux de savoir, est-ce que tu avais déjà fait un ajustement sur ce que tu évoquais très rapidement un peu plus tôt, la différenciation Simalp? Est-ce que tu t'étais déjà dit, là où on veut être différent, c'est sur la durabilité, la robustesse des produits, etc. Et donc, première question au produit. Et deuxième question, c'est sur cette... parce que je pense que c'est intimement lié, et je ne sais pas si tu peux faire l'un sans faire l'autre, sur cette culture d'entreprise qui a l'air d'être vraiment forte aujourd'hui et qui correspond à ce que tu voulais faire. Mais à quel moment est-ce que voilà, tu as commencé à insuffler tu vois, cette dynamique, le fait de recruter des gens qui avaient envie de grandir, qui avaient cette énergie qui est assez forte quand tu regardes la boîte de l'extérieur. Donc voilà, 2 questions en une. Une sur le produit plutôt et une sur la culture d'entreprise. Alors, si je commence par la culture d'entreprise, je dirais que plutôt elle s'est créée parce que bah, au départ, quand je reprends l'entreprise, c'est vraiment difficile. Et quand comment dire, quand ton activité est aussi difficile que ça, où chaque mois tu te poses la question de savoir si tu vas continuer le mois prochain, tu peux pas être dans des considérations de comment est-ce que je rends l'entreprise plus agréable à Oui. travailler, comment est-ce que je fais en sorte de bah, que les gens soient heureux, enfin voilà, toutes ces considérations là, tu peux les avoir quand tu as trouvé une certaine sérénité et que tu as défini ta stratégie de façon assez claire et du coup que tout le monde sait où il doit aller. Donc cette notion de vraiment de famille, et c'est pour ça que je te disais que c'est pas aujourd'hui en fait ce qui quelque part me fait peur, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas une de mes inquiétudes c'est d'accompagner la croissance de Simal, parce qu'on a la chance d'avoir de faire des belles croissances. En termes d'équipe, je pense on a une croissance de pas loin de 50%. Donc c'est-à-dire qu'on recrute sur une année, cette année on va peut-être recruter un peu plus d'une dizaine, quinzaine de personnes. Alors 50%, c'est peut-être un petit peu fort, mais plutôt 30% de notre, on était une trentaine l'année dernière, on doit être pas très loin d'une quarantaine cette année. Enfin, je crois qu'on est déjà 40, un peu plus de 40, pardon. Bref, quand tu fais grandir une équipe, on sait que il y a des points, il y a des caps en fait, et que bah, forcément à des moments, il y a des équipes dans l'équipe. Et donc la difficulté, c'est comment est-ce que tu arrives à accompagner ça, comment est-ce que tu t'entoures des bonnes personnes, comment est-ce que tu mets suffisamment d'efforts aussi dans ton recrutement pour recruter les bonnes personnes, parce que c'est avant tout des êtres humains et qu'on est tous différents avec des qualités, des défauts, et que bah, c'est de plus en plus vrai dans les entreprises. Tu regardes ce qu'on appelle hard skills, donc les compétences proprement dites, mais aussi plutôt les soft skills, comment la personne elle va pouvoir interagir avec les autres personnes, est-ce qu'elle va bien s'intégrer dans le mood, est-ce que
Est-ce que j'avais entendu quelqu'un qui disait moi je recrute des personnes qui sont des bosseurs, qui sont intelligents et modestes. Et j'avais trouvé ça assez similaire. J'avais pas forcément euh, le, cette façon-là de le formuler, mais je trouvais ça assez proche de ce qu'on fait. Euh, donc voilà, donc ça c'est une victoire qui est jamais gagnée, qu'il faut toujours continuer et aujourd'hui qui m'occupe une grande partie du temps. Euh, voilà, je me suis perdu sur la première question. Du coup, le Le produit. produit, yes. Du coup, le produit, quelle est ma vision? Eh ben, en fait, c'est ce qui est assez chouette avec la marque Simalp, c'est que moi, j'ai jamais connu le fondateur de la marque, et en fait, j'ai par contre eu l'occasion de rencontrer sa fille. De ce que j'ai pu comprendre, la marque, elle a toujours gardé le même cap. Et ça, je trouve ça hyper beau. C'est un vrai côté romantique. C'est que à l'origine, le fondateur, il voulait en faire une marque quand même qui reste accessible. Son but, c'était pas de faire, donc lui, c'était son idée, c'était qu'il n'existait pas de knicker extensible, et donc il avait la volonté d'amener en fait de l'extensibilité dans le tissu pour que le tissu puisse accompagner les grandes enjambées dont tu as besoin en alpinisme, euh, et, euh, et, et de faire des produits qui soient innovants mais qui restent accessibles. Et tout au long de sa vie, la marque, elle a toujours gardé ce même positionnement. Et aujourd'hui, j'espère, en tout cas, quand je discute avec des clients, des gens euh, qui sont qui travaillent pas dans l'entreprise, souvent une des choses qui ressort, c'est vous avez un super rapport qualité-prix. Euh, donc des gens qui sont contents du prix qu'ils ont payé et de la qualité qu'ils ont eu en échange. Et ça, je trouve que c'est vraiment une force et j'espère qu'on pourra la garder. Euh, c'est un moment de pas se prendre. J'ai une pensée notamment à Régis qui maintenant dirige le produit chez Simalp et qui m'a dit un jour c'est facile de faire des beaux produits et de les vendre cher. C'est moins facile de faire des beaux produits que l'on vend à prix juste. Et c'est extrêmement vrai en fait de ce quelque part il suffit de prendre les meilleurs ingrédients et de les assembler ensemble pour faire le meilleur produit. En revanche, il risque de coûter assez cher. Par contre, de trouver les ingrédients qui vont faire que tu ne dégrades pas la qualité, mais que tu as un prix qui est inférieur à ce que tu peux trouver sur le marché, ben c'est là la vraie promesse, je trouve, de la marque Simalp. Ouais, clairement, hein, ça. Bon, là, l'épisode est enregistré dans le cadre d'un partenariat qui va durer un peu plus d'un mois, mais pour celles et ceux qui l'écouteront après, vous n'aurez pas eu l'annonce commerciale, donc voilà, je vous le dis. Mais malgré ça, c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur de la marque, moi, c'est clairement ce qui fait que j'en parle à chaque fois. C'est autour de moi, c'est donc que je suis promoteur. Euh, c'est c'est cette promesse implicite de robustesse et c'est surtout le prix en fait. Du fait de la distribution en ligne, c'est impossible à battre. Quand tu vois les prix de vestes techniques, les vestes Gore-Tex troisième couche, enfin pas nécessairement Gore-Tex d'ailleurs, mais vestes troisième couche chez Simalp, en fait c'est compliqué de trouver l'équivalent ou moins cher ailleurs. Donc et ça c'est quand même un vrai argument. Quand tu vois que maintenant tu as des marques qu'on citera pas avec en logo des animaux fossilisés, un vieil oiseau fossilisé qui te sort des vestes à 1 000 euros, tu te dis mais waouh, ok quoi. Alors tout le monde a peut-être pas besoin d'une veste à 1 000 euros, ok, mais quand même. Et ça c'est vrai qu'avec Simalp, le fait que ce soit abordable et que les produits durent dans le temps, c'est quand même un énorme plus. Et la vraie question, c'est, enfin, en tout cas, nous, ce qui nous anime, et voilà, c'est l'équipe produit, on n'essaye pas de faire des produits
pas cher. Enfin, c'est pas ce qui nous anime au quotidien. C'est justement quand tu parles de vestes hardshell, donc des vestes qui vont être portées, on équipe énormément de guides. On a plus de 1300 guides qui portent nos produits juste sur la France, guides et accompagnateurs de montagne. Et ils portent nos produits pas uniquement parce qu'ils sont pas chers, parce que pour le coup, généralement, les guides, ils ont des réductions chez toutes les marques. Donc voilà, s'ils font le choix, c'est aussi parce que, d'une certaine façon, il n'y a pas un compromis important sur la qualité ou sur les performances. Et nous, vraiment, c'est ce qui fait, je pense, que ces dernières années, la marque a connu un bel essor. C'est que on avait une présentation là de la collection hiver qui est disponible là maintenant, et en fait j'ai fait un pas de côté. Je me suis dit mais waouh, enfin le chemin parcouru là en quelques années encore, il est juste fabuleux. Enfin maintenant les produits, quand je vois ces produits et que je vois les produits de concurrents, de belles marques qui étaient des marques qui me faisaient rêver, hein, parce que moi je suis un amoureux du produit, je suis un amoureux des marques. Enfin, je trouve ça je me dis en fait on a réussi sur le sujet de faire des produits qui pour moi sont à un niveau aujourd'hui équivalent. Voilà. Donc après chacun jugera et est libre évidemment de son opinion, mais c'est vrai qu'en termes de produits, t'as pas forcément, tu peux pas me dire je vais courir plus vite avec un short, un t-shirt et même potentiellement des chaussures du leader mondial du trail face à nos produits, quoi. Donc ça c'est vraiment la fierté qu'on a aujourd'hui sur la marque. Excellent. Au-delà de l'aspect pas de compromis sur la qualité et prix attractif, qu'est-ce qui différencie Simalp pour toi des autres marques outdoor? Et tu vois, notamment, je pense alors, je pose la question, mais je m'attends à une réponse en particulier. Je pense notamment au cycle de vie des produits et à l'impact environnemental. Alors, donc j'ai commencé par te répondre par un autre biais. C'est que on peut, enfin des fois je fais attention à pas paraître comment dire trop mince, j'ai perdu le mot, présomptueux. Je pense que j'ai une faculté d'avoir une assez bonne vision de ce qui de ce qui va de ce qui va se passer, et ça m'a joué pas mal de tours. C'est pour ça que je dis ça, je le dis pas du tout d'une façon présomptueuse. C'est que justement en 2008-2010, quand pour moi je vois arriver Internet et que tout le monde va acheter dans les boutiques, je suis loin de me douter que en fait on en est qu'au début et que je vais devoir ramer pendant un certain temps avant que ça arrive. De la même façon, le côté environnemental, ça a toujours été une question importante, parce que le mur, on le voit quand même arriver depuis un petit moment, hein. Je veux dire, j'ai pas dans les années 70 déjà, 80, etc. T'as un nombre important de scientifiques qui tiraient l'alarme, mais bon, visiblement c'est compliqué de l'entendre. Le côté environnemental, on a passé une première étape, je dirais, assez importante dans le milieu de l'outdoor, qui est déjà sur la façon de fabriquer les tissus et de les traiter. Parce qu'en fait, sur un tissu, une fois qu'on l'a tissé, les étapes qui vont être les plus polluantes, ça va être donc le tissu. Là, majoritairement, nous, en tout cas chez nous, c'est des tissus qui sont fabriqués à base de polyester ou de polyamide. Donc on est dans du pétrole, hein, okay. Voilà. Donc pour que les choses soient claires, on est dans l'industrie de l'habillement, c'est la deuxième plus polluante au monde, etc. Enfin, moi je suis pas trop du genre à faire passer un message où tout va bien, on est green, vous inquiétez pas.
Une étape importante, c'était déjà de réduire. On a une comment dire une technique de production qui a été développée par une entreprise suisse dans les années 90 qui s'appelle bluesign et qui permet de réduire de plus de 90%, on est plutôt à 95%, toute la pollution qui va être rejetée dans les rivières notamment, pollution aux métaux lourds, notamment sur la partie teinture des vêtements, et tous les les traitements qui vont être faits derrière, les traitements déperlants, ce qu'on appelle déperlants. Les Donc le fait que DWR, c'est ça? C'est les Pardon. DWR, c'est ça? Exactement, voilà. En anglais, c'est durable water repellent. Et du coup, en fait, il y a un gros pas qui a été fait sur ce passage avec une façon de fabriquer conforme à la norme bluesign. Et donc ça, moi, j'ai été vraiment assez précurseur sur le fait de demander à nos fournisseurs de prendre cette euh, cette norme de fabrication. Et globalement, aujourd'hui, quasiment toutes les marques d'outdoor utilisent des produits, enfin des textiles en fait. C'est ton tissu qui donc c'est le fabricant du tissu qui a cette norme. Ils ont quasiment tous cette norme bluesign ou une norme équivalente qui fait que le tissu déjà va beaucoup moins polluer. Ok. Ensuite, on a aujourd'hui un enjeu sur l'aspect circulaire, qui est pour moi encore une question avec une réponse à trouver sur la circularité, sur le fait d'utiliser des tissus qui sont recyclés. Parce que de plus en plus de marques, voilà, pour répondre à une demande du marché, pour aussi avoir une conscience, enfin montrer qu'on s'engage dans la conscience, souhaite avoir des produits avec du recyclé. On en fait partie. On a de plus en plus de produits à base de polyester recyclé. En revanche, il faut quand même voir le problème dans son ensemble. Ce polyester recyclé, on ne sait le traiter qu'à partir principalement de bouteilles en plastique. Or, les bouteilles en plastique, on est en train de les faire disparaître. Ok. Donc, ça veut dire qu'il faut aller plus loin dans la façon de recycler. Et aujourd'hui, on a des difficultés à savoir recycler en fait un vêtement. Ok. Tout simplement parce que ton vêtement, il va avoir un zip, il va avoir des boutons pression, etc. Et que aujourd'hui, recycler des vêtements, ça veut dire prendre le vêtement, enlever tout ce qui n'est, enfin séparer les matières, et à ce moment-là, tu vas pouvoir recycler ton vêtement. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas engager et qu'il faut pas continuer le travail d'aller plus loin et de rendre l'univers de la confection de vêtements plus propres, mais il y a encore un gros travail à faire. Et voilà, je veux pas sans avoir un discours moralisateur, le fait que ton vêtement soit en matière recyclée est pour moi une étape transitoire aujourd'hui qu'il faut accepter, mais pas une fin en soi, parce que aujourd'hui on ne recycle pas des vêtements en vêtements, quoi. Ok. Ce qui paraît fou quand même. Je savais pas du tout ça. Ouais, ça pose plus de problèmes dans la mode. Donc, bon, l'outdoor, je dirais que est devenu donc nous, on a commencé à avoir les premiers tissus de bluesign. On était en 2012-2014. À partir de 2018, on avait déjà quasiment plus que des tissus bluesign dans notre gamme. Et ça vraiment c'est un marqueur important parce que enfin tu réduis de 95% la pollution. Mhm. Donc c'est pas juste neutre.
C'est en train d'arriver dans la mode. On le voit de plus en plus dans des enseignes de fast fashion comme Zara ou H&M, où ils ont le petit logo Blue Sign. Et donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que l'industrie de la mode, parce que bon, l'outdoor est un tout petit élément de l'industrie de la mode. Et donc c'est en train d'arriver. Donc je pense que il y a une vraie direction qui est en train de se prendre. On le voit vraiment sur les salons professionnels avec toutes les marques aujourd'hui qui se battent sur l'innovation, justement sur le fait qu'on va mieux recycler, plus. Mais aujourd'hui, pour moi, enfin en tout cas, nous on se voit pas comme la marque qui recycle le plus ou qui est la plus green possible. Aujourd'hui, je pense qu'il y a toutes les marques d'outdoor qui sont conscientes, enfin, ou alors faut vraiment pas aimer la nature, mais on est conscient qu'il y a un énorme problème à gérer, que la situation actuelle politique, économique qu'on vit fait que on a quand même un gros sentiment qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe pour gérer ça, et que malgré tout, il faut qu'on essaye d'avancer. Donc là, en tout cas, dans le milieu de l'outdoor, aujourd'hui, je trouve que c'est quand même bien, bien avancé, quoi. Ok, donc là tu viens de nous parler de l'amont avec cette certification Blue Sign pour vos fournisseurs, de l'après avec le recyclage de vêtements qui, ça paraît dingue, est pas encore vraiment faisable, en tout cas à l'échelle, recycler des vêtements pour en faire de nouveaux vêtements. Mais quand le produit, je veux dire, tant que le produit est en vie, c'est quoi votre positionnement par rapport à la réparation en particulier? C'est à ça, enfin, c'est à ça que je pense chez Simalp. Alors, donc fort de tout ça, le sujet d'avoir une empreinte écologique la plus faible possible, après avoir fait des bilans carbone, bien regarder tout ce qu'on pouvait faire et comment est-ce qu'on pouvait nous être acteurs aussi de baisser nos émissions. En fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que on ne maîtrise qu'une partie de ce que des émissions qui sont faites, puisqu'on achète nous les tissus et donc on les fait manufacturer, et donc on a une maîtrise qui est que partielle. Là où on peut vraiment avoir un impact, et ça faisait vraiment du sens avec l'ADN de Simalp, c'est de se dire comment est-ce que je peux faire en sorte que mes produits durent le plus longtemps possible. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Par exemple, dans le trail, il y a une tendance sur des produits toujours plus légers. Sans dire qu'on va pas aller dans cette tendance et qu'on veut pas alléger les vêtements, mais on fait toujours attention à se dire on va adapter notre composition. Il y a quelques techniques, des fils qui sont plus résistants. Je pense aux fils de Cordura ou de Kevlar, qui peuvent te permettre d'alléger ton tissu sans trop dégrader sa durabilité. Et donc c'est vraiment déjà de penser au produit à la toute phase amont de la conception, de dire comment j'évite qu'il y ait des points d'usure, notamment la chaussure, auquel je pense, où il y a beaucoup de marques pourtant qui fonctionnent très très bien et qui continuent très bien à fonctionner, où tout le monde te dit par contre ça tient pas dans le temps, mais bon, voilà, c'est un autre sujet. Donc nous, en fait, les produits, premièrement, on fait en sorte qu'ils soient durables dans le temps. Et là, on est en train de s'équiper pour pouvoir être à même de. Donc, on répare aujourd'hui tous les produits que nos clients ont endommagés. On leur répare gratuitement, et ce à vie. Waouh. Ça fait partie des gros engagements. Voilà, alors on est peut-être un tout petit peu précurseur sur le marché, mais je pense que voilà, c'est pareil, ça va être des choses qui vont devenir nécessaires en fait pour toutes les marques d'outdoor. Ça va être nécessaire de dire à tes clients, euh, les produits que je te vends, je sais te les réparer, et, euh, et tu fais un investissement en achetant ce produit, mais
mais tu pourras le garder dans le temps. Et on voit que les jeunes générations, elles sont encore plus... je suis pas hyper vieux, hein, je vais avoir 45 ans dans pas très longtemps. Ça me fait un peu mal de le dire, mais c'est la vérité. Et donc, voilà, quand on t'échange avec des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, tu ressens que ça fait partie des considérations non négociables qu'ils peuvent avoir. Et c'est bien, tant mieux. Il faut. Je savais que vous faisiez de la réparation, c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que effectivement, ça me paraît. Je suis pas tellement plus jeune que toi, j'ai 34 ans, mais donc je sais pas si je suis dans cette génération que tu décris, non, quand même pas, parce que ça fait 10 ans que je suis sur le On marché du échange si travail. tu veux, hein. Ouais. Mais effectivement, ça paraît, enfin surtout quand tu pratiques l'outdoor, que tu sais que ton équipement est exposé, tu vois, à des environnements, enfin voilà, des terrains rugueux, bref, tu peux abîmer ton équipement, plus tu t'en sers, c'est normal. Donc ça paraît évident que la réparation, euh, c'est un plus offert par la marque qui est nécessaire, en tout cas qui est vraiment différenciant aujourd'hui. Par contre, je savais pas du tout, et c'est pour ça que j'étais surpris, je savais pas du tout que c'était à vie, gratuit et sur tous vos produits. Je Euh, vais peut-être me faire engueuler parce que je pense que la communication, elle est prévue dans quelques semaines. Ok, parce que j'allais dire sur le site, on le voit pas et c'est tellement C'est, dommage. ouais, alors, en fait, on a décidé ça il y a quelques mois, mais en fait, on le fait déjà. C'est-à-dire que c'est déjà le cas. Tous les clients qui nous contactent pour nous dire, j'ai fait un trou sur ma veste, j'ai un accro, etc. S'ils sont réparables, alors il peut y avoir des cas où c'est pas réparable, hein, mais dans la mesure du possible, on te dit pas, ben non, ton produit, il a 2 ans et 3 jours, je te le répare plus. Ouais. On répare les produits, voilà, sans trop poser de questions. Et donc on demandera aux clients de nous envoyer les produits, et nous on les répare et on te les renvoie gratuitement. Punaise. Ça, pour créer des promoteurs, ça fait plusieurs fois que j'utilise le terme de promoteur, mais s'il y en a que ça intéresse, allez regarder. C'est quelque chose qu'on utilisait beaucoup chez Apple, promoteur, détracteur, passif. En gros, l'idée, c'est qu'un client qui est super satisfait de son expérience, ça devient un promoteur, donc il parle de la marque autour de lui. À l'inverse, un détracteur, c'est quelqu'un qui est particulièrement déçu, qui a plus confiance en la marque et qui se gêne pas non plus pour en parler autour de lui. Donc, l'objectif des marques, c'est bien souvent de créer plus de promoteurs que de détracteurs. Et je te fais un petit partage par rapport à ça. J'ai un super copain, Tom, que j'ai rencontré sur la PTL et avec qui on a fait un ultra mi-juillet. La première chose qu'il m'a dit quand je l'ai retrouvé dans la voiture, il m'a amené à Courmayeur. C'est ah punaise, parce que je lui explique le partenariat avec Simal Paris. Il me dit ah bah écoute, j'avais acheté une veste, je suis tombé sur la prépa de l'Ultra Trail dans les Pyrénées, je l'ai déchiré, je crois que c'était au coude. J'aurais renvoyé, bah ils me l'ont réparé gratos, ils me l'ont renvoyé, incroyable. Et il était mais bluffé, tu vois. Donc voilà, petit partage, ça peut Ah, cool. paraître Donc voilà, tout donc c'est bête, déjà le cas. Donc mais je, ouais, on va le mettre un petit peu plus en avant, mais aujourd'hui, ouais, on a une équipe voilà, qui bosse au SAV et qui fait un super boulot, qui fait en sorte que quand ils réparent le vêtement, ils font attention à ce que s'ils peuvent mettre la bonne couleur sur l'accro pour pas que la personne elle soit trop déçue et que ça se voit trop, ils prennent vraiment voilà, en considération comme si c'était leur vêtement. Donc j'en profite pour les les féliciter à nouveau. yes, excellent. Ok, ben merci pour ces deux réponses à ma double question sur le produit et la culture d'entreprise. Tu disais, tu l'as dit plusieurs fois, voilà, la longue traversée du désert des 5 premières années est maintenant derrière vous, ce qui veut, j'imagine, pas dire qu'il n'y a pas des challenges au quotidien. Mais de manière générale, comment est-ce que tu dirais que ta vision de l'entrepreneuriat a évolué entre ta première expérience où ça a été un succès très rapide, et sa deuxième expérience avec Simalp où il y a eu un succès peut-être voilà où il y a eu besoin de plus d'actions à mettre en place avant que le succès n'arrive. Alors dans mon cas, dans les deux cas, on a eu quand même des traversées du désert au début. Parce que je l'ai peut-être pas voilà, bien exprimé, mais dans le premier cas, on a failli fermer hein, au bout de 2 ans. Ok. Donc ça n'a pas été. Je crois que j'en ai parlé de trouver le bon product market fit au départ. Ça n'a pas été simple.
Et souvent c'est le cas. Enfin, moi j'aime bien accompagner des entrepreneurs. Il y a voilà, s'il y en a qui écoutent, vous pouvez penser au mentorat. C'est un truc qui est génial, moi, qui m'a beaucoup apporté. Donc vous tapez Institut du mentorat sur internet et vous verrez, il y a différentes structures qui existent. La différence, alors il y a forcément une différence quand même d'époque, parce que comme je l'ai dit, en 2005, quand on s'est lancé, il n'y avait pas du tout ce côté Startup Nation. On a quand même une grande chance aujourd'hui d'avoir cet univers qui est hyper propice pour les jeunes. Et aujourd'hui, quand t'es jeune et que tu veux entreprendre, on trouve ça cool. On ne dit pas que t'es fou, que t'y connais rien, que tu es quelque part présomptueux, parce que voilà, faut d'abord que tu fasses ça. Enfin, moi, je l'ai plutôt senti à l'époque comme fais d'abord tes preuves et puis on verra après, quoi. Mmh. Et donc je trouve que c'est hyper bien de pouvoir au contraire te dire voilà, je me lance, je sais que ça va être pas facile, mais j'ai l'envie et je veux faire. Et de toute façon, on est de plus en plus, je trouve, alors c'est un courant qui nous arrive plutôt des États-Unis, mais de dire t'apprends encore plus dans l'échec. Ouais. Et c'est souvent très vrai quand quand t'as des échecs ou des difficultés, c'est dur. Et je pense que dans le sport aussi, c'est la même chose. Quand tu n'arrives pas à finir une course parce que t'as fait tel ou tel truc, ça te marque au fer rouge. C'est pas plaisant sur le moment, mais par contre, c'est une connerie que tu feras plus jamais dans ta vie. C'est vrai. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, ouais, clairement. Clairement. Du coup, bon là tu nous as fait une petite une annonce peut-être un peu prématurée par rapport à la com qui était prévue, donc désolé, c'est moi qui ai posé la question, mais au-delà de la réparation à vie sur tous vos produits, est-ce qu'il y a de grands milestones qui arrivent pour Simalp d'ici, tu vois, dans les 12, 24, 36 mois à venir? Alors, à titre, pour l'entreprise, on a un déménagement. On a la chance d'avoir un magnifique bâtiment qui est juste à côté de là où on est actuellement. Donc, on est à côté de Valence, dans la Drôme, si jamais des gens qui veulent passer. On a notre unique boutique qui est présent sur les lieux. Donc, vous pouvez rencontrer, venir avec grand plaisir. Vous serez normalement très bien reçu. Et donc on déménage à 500 mètres. On a un magnifique bâtiment qui est, je crois, 5 ou 6 fois plus grand. Ah Donc oui, ouais, qui est vraiment qui est vraiment une super opportunité pour nous de grandir sereinement. Là, on était vraiment en mode on peut pas commander autant de produits qu'on voudrait parce qu'on n'a pas la place de les stocker. Donc l'hiver dernier, on a dû commander pour que ça rentre dans l'entrepôt. Donc c'était un petit peu dommage. Donc voilà, donc là l'entrepôt les locaux sont en train d'être livrés, donc on sera dedans en 2025. Donc ça c'est quand même un super truc, et encore une façon d'avoir des employés encore plus heureux, parce que voilà, on va avoir des conditions de vie dans le bâtiment qui vont être vraiment chouettes. Et puis après, pour la marque, on continue de développer de nouveaux produits. On a maintenant depuis 5 ans la chaussure, qui est un super comment dire, relais de croissance pour l'entreprise, où on essaye de la même façon d'être inventif. Donc on a des chaussures de trail où il y avait on pouvait changer les semelles pour changer son drop. Sur la partie rando, on a aussi un système avec des semelles où tu peux avoir des semelles qui sont plus adaptées à l'été ou à l'hiver. Donc on essaye de voir quels sont les marchés qui sont encore peu novateurs, et d'apporter notre pierre à l'édifice. excellent. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ces semelles interchangeables sur ma paire de chaussures Simalp. Assez pratique.
assez pratique. Super. Génial. Petite question pour finir sur la partie ambassadeur. J'en avais pas mal discuté avec Florian, que j'avais reçu à l'époque, Florian Olivier. Allez écouter ça, qui est qui fait plein de choses chez Simalp, si j'ai bien compris, mais qui est aussi en charge de créer et d'animer l'équipe d'ambassadeurs, donc de sportifs qui représentent la marque. Je serais curieux de savoir comment est-ce que l'idée est née dans l'entreprise, puisque lui, ce qu'il nous avait partagé, c'est que tu l'avais impulsé. Et quel est l'impact de cette équipe sur le business, mais aussi sur l'image de l'entreprise aujourd'hui, selon toi? Ok. Effectivement, je dirais que c'était un souhait commun avec Florian. Donc effectivement, Florian, c'est notre team manager, donc c'est lui qui gère. Maintenant, on a une 30aine d'athlètes, donc Florian s'occupe de tous les partenariats et des athlètes. C'est pour nous, déjà, c'est une façon d'avoir des tests avec des personnes qui sont quand même les plus pointues dans leur domaine. Mmh. Donc pour l'équipe produit, c'est quand même de l'or en barre d'avoir à disposition une équipe d'athlètes qui est prête à te répondre, parce que comme tu l'as dit, on essaye vraiment de cultiver ce côté vraiment famille, bienveillant, entraide. Et donc les athlètes qui viennent dans l'équipe Simalp, je pense que chaque marque a certainement ses avantages et ses inconvénients. Nous, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a vraiment une bienveillance, vraiment un esprit de famille, de camaraderie, pardon, qui est chouette en tout cas à vivre et à partager. On a beaucoup progressé, puisqu'on a commencé avec une team, si je dis pas de bêtises, de 5 athlètes, plutôt sur le trail, au début uniquement sur le trail. Aujourd'hui, on a diversifié avec des profils qui vont toucher tous les sports qu'on est susceptible de... Donc nous, la marque Simalp, c'est tous les sports de montagne. Donc on va du trailer à l'alpiniste, en passant par le parapentiste, skieur de fond, enfin vraiment tous les sports. Qu'est-ce que ça apporte à la marque? C'est difficile, c'est pas mesurable. Donc je peux pas te dire si ça a un retour sur investissement qui est bon ou pas, mais en tout cas notre sentiment, c'est que chaque athlète contribue à nous faire connaître, et puis d'une façon aussi il y a une certaine fierté, quand t'es client et que tu portes les vêtements que porte un athlète qui a été champion olympique ou qui a gagné un UTMB, je trouve que c'est quand même hyper valorisant. Donc ça a sans doute un impact quand même pour te dire Simalp, c'est pas une marque de lapin de 3 semaines. Ils savent faire quand même des vêtements qui sont portés au plus haut niveau. Clairement. Excellent. Eh ben écoute, un immense merci Lionel pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était un chouette échange. Yes, c'était top d'en apprendre plus, déjà évidemment sur ton parcours, mais aussi sur Simalp, sur votre positionnement, sur ce qui arrive et sur la manière dont vous vous différenciez. Encore une fois, c'est les 60 ans de la marque, donc n'hésitez pas, si vous écoutez cet épisode avant fin 2024, à aller sur le site www.simalp.fr et puis regardez, vous verrez, les produits sont très chouettes, les tarifs, on l'a dit, sont intéressants, et puis vous prenez pas trop de risques puisque réparation à vie, donc voilà. Merci énormément en tout cas, Lionel. Allez, bonne journée à tous, merci encore. Merci d'avoir écouté cet échange avec Lionel jusqu'au bout. Pensez à partager cet épisode à un maximum de personnes autour de vous et à parler du podcast, parler des frappés à fond.
C'est la meilleure manière de remercier tous ces invités exceptionnels qui viennent témoigner au micro du podcast. Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir financièrement le podcast, eh bien c'est possible à partir de 1 € par mois sur Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Il n'y a pas de petite contribution, chaque euro contribue à couvrir les frais de fonctionnement du podcast. Merci d'ailleurs énormément à tous celles et ceux qui ont déjà décidé de le faire. Merci énormément à vous. Je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on va parler d'ultra trail et de performance.